Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la structuration de l'espace du temps. Structurer sa journée étant un passage obligé et en tout cas très utile pour les personnes avec et sans autisme du reste. Alors l'intérêt d'une structuration claire, c'est déjà la notion de prévisibilité. Que va-t-il m'arriver, que va-t-il se passer dans mon environnement? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire? On garde bien entendu en tête que cette proposition va tout de même permettre à la personne de refuser de faire des choses. Refuser, c'est important, mais dans la mesure du possible, donnons-lui des informations sur ce qui va lui arriver. Tout simplement, ça va lui permettre de comprendre facilement ce qui est attendu d'elle, ce qu'on lui propose, que ce soit des activités de la vie quotidienne ou du travail sur table ou du travail scolaire ou des loisirs. Ensuite, de repérer des moments de la journée pour ne pas se sentir perdu, ne pas avoir l'impression que cette journée ne finira jamais et avoir des repères clairs en dehors des repas par exemple. Et enfin, là où elle va être très importante, c'est sur le versant émotionnel, puisqu'elle va permettre cette structuration à la personne avec autisme d'éviter plus volontiers l'anxiété liée à l'incompréhension, à l'inconnu, et puis aussi d'éviter l'ennui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? On me propose quelque chose, mais je ne comprends pas comment il faut le faire. Donc la structure a tous ces avantages-là, comprendre ce qui m'arrive, comprendre quand est-ce que ça m'arrive et ce que je vais faire. Alors, comment trouver de l'information? La première chose intéressante pour les notions de structure, c'est la notion de planning. Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute déjà un peu ce principe-là. On a tous, le matin en se levant, une idée de ce qu'on va faire de notre journée. Notre planning est un petit peu dans notre tête, on arrive à peu près à visualiser à quelle heure nous sommes attendus, ce qu'on devra faire, quand est-ce qu'on va manger, et surtout quand est-ce que les périodes de travail fastidieuses vont enfin prendre fin. On a plusieurs types de planning possibles en fonction du niveau de compréhension de la personne, en fonction de l'âge de développement, en fonction de ses capacités à communiquer, à comprendre ce qui lui est dit et à s'exprimer pareillement. On a le planning par objet, dans lequel on peut glisser des objets signifiants, c'est-à-dire des choses qui sont comprises par la personne et qui lui permettront de savoir où elle est attendue et ce qu'elle fera. Par exemple, le matin, trouver son gobelet de café et savoir que c'est le moment de déjeuner et aller dans la salle à manger déjeuner. Trouver par exemple un gant de toilette et savoir que le gant de toilette égale la salle de bain, la toilette, etc. Choisissez vos objets, bien entendu, en fonction de ce qui est clair pour la personne. Ensuite, on va trouver le planning avec des images, des photographies, ou si elle a un meilleur niveau, des pictogrammes. Attention, le pictogramme est très abstrait, donc il faut vérifier que la personne comprend réellement ce que ça signifie. Donc vous pouvez mettre dans l'ordre les photos, les pictogrammes qui vont lui indiquer où elle est attendue et ce qu'elle fera. Un niveau encore un peu au-dessus, ce seront peut-être des mots-clés, pourquoi pas des horaires en digital si elle les comprend, peut-être, vous voyez là, des petits dessins qui sont clairs pour elle, je le redis, ou alors un agenda dans lequel on peut écrire tout simplement ce qu'elle aura à faire. Alors attention, il y a la notion de compréhension, il y a la notion d'organisation. Ce qui est important pour le planning, c'est d'enseigner à la personne comment on s'en sert. Où est-ce qu'elle va trouver cette information fiable qui la concerne et comment elle va pouvoir l'interpréter. Classiquement, on va conseiller d'enseigner aux personnes une lecture de gauche à droite, dans le sens de la lecture, ou de haut en bas. Si la personne ne s'est jamais servie d'un planning, il va falloir le lui enseigner, faire ces gestes-là avec elle, l'aider dans sa routine, se servir de l'emploi du temps. Au niveau de tout ce qui est passage du temps qui passe, pour structurer, on va évidemment se servir d'une horloge si la personne sait le lire, digital, par aiguille. On peut se servir d'un time timer, qui est une horloge inversée. On va tirer la languette en fonction du temps nécessaire, ici 1 heure maximum, et le timer va indiquer non pas le temps qui passe, mais le temps qui reste. La languette va rentrer au fur et à mesure. C'est assez intéressant pour les personnes avec autisme car elles voient le temps s'écouler, c'est un peu moins désespérant. Quand la languette est entièrement rentrée, le timer sonne, la personne sait que l'activité est terminée, elle peut passer à la suite de son planning. On pourra se servir également de sablier, de time tracker, ces espèces d'horloges avec des lumières successives, ou pourquoi pas d'une minuterie de cuisine si la personne n'a pas de particularité sensorielle. Attention, c'est un petit peu fort. On pourra se servir également d'une liste
barrer les choses à faire, les activités au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ou alors glisser des petits pictogrammes dans des pochettes, les enlever au fur et à mesure. Quel que soit le planning que vous choisissez, enlever les objets, enlever les pictogrammes ou les photos au fur et à mesure peut servir à matérialiser le temps qui passe. Dans ce cas-là, c'est le nombre de pictos restants qui montre à la personne ce qu'il lui reste à faire, ou dans les situations les plus complexes en termes de compréhension, ça va être la quantité de travail qui va indiquer à la personne le temps que l'activité dure.